Mon propre frère m'a traîné devant le tribunal pour la villa au bord du lac que j'ai achetée avec 8 années de mes propres économies. Oui, mon vrai frère. Oui, la maison que j'ai payée jusqu'au dernier centime. Un instant, je me tenais sur le ponton de la maison de mes rêves au bord du lac d'Annecy, respirant l'air pur de mon premier jour de vraie liberté, savourant le fait que c'était enfin à moi. L'instant d'après, je fixais des documents juridiques m'accusant de l'avoir volé à ma propre famille. Quand j'ai demandé pourquoi, Léo n'a pas hésité, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Cette maison sur le lac m'appartient ». Papa a ajouté sans cligner des yeux « Il la mérite plus que toi ». Maman restait juste là à hocher la tête comme si cela avait été décidé bien avant ma naissance. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondrée. J'ai juste regardé les trois et j'ai prononcé une phrase. Une phrase qui a tout changé pour eux à jamais. Je m'appelle Juliette. J'ai 34 ans, je suis chef de produit senior à Lyon. Et pendant 8 années entières, j'ai économisé chaque salaire, sauté chaque vacances et vécu de riz et de poulet juste pour faire de cet endroit le mien. Ce qui s'est passé après cette phrase a brisé toutes les illusions que j'avais sur la famille et m'a montré exactement qui ils étaient vraiment. Si vous avez déjà vu les personnes les plus proches de vous se retourner contre vous pour quelque chose que vous avez gagné, abonnez-vous et activez les notifications maintenant car cette histoire ne fait que commencer. J'ai grandi dans un pavillon modeste en briques à l'est de Saint-Étienne, où l'air sentait toujours le pain et la fumée de barbecue, et où le mot équité n'existait tout simplement pas dans notre vocabulaire. Du jour où mon frère Léo est rentré de la maternité, tout a basculé en sa faveur. Mon père, Didier, dirigeait la famille comme le maire d'une petite ville qui n'a jamais perdu une élection, et Léo était le seul électeur qui comptait. Le monde entier de ma mère, Hélène, tournait autour du sourire de son petit dernier. J'ai appris avant même d'entrer à la maternelle que mes sentiments n'étaient qu'un bruit de fond et mes réussites des menaces. À 17 ans, j'ai décroché une bourse d'excellence complète pour l'INSA Lyon, l'une des meilleures offres que la région ait jamais donnée à une gamine du coin. J'ai couru par la porte d'entrée, agitant la lettre, le cœur battant de fierté. Léo, 14 ans et déjà plus grand que moi, l'a attrapé, a parcouru 2 lignes, a levé les yeux au ciel et a dit que ça ressemblait à des devoirs. Ce soir-là, il a utilisé la lettre comme allume-feu pour le brasero dans le jardin. J'ai regardé le papier se recroqueviller et noircir pendant qu'il riait. Quand je l'ai dit à papa, ses mots exacts ont été « Juliette, ne contrarie pas ton frère. Il traverse une phase. » Maman a ajouté doucement « Tu auras une autre copie. Laisse-le tranquille. » J'ai imprimé le duplicata moi-même à la bibliothèque le lendemain matin. Personne n'en a jamais reparlé. Les études n'étaient pas gratuites, même avec la bourse. Le logement, les livres et les frais de laboratoire ont englouti le peu que j'avais. Alors, j'ai cumulé 3 boulots à la fois. Des quarts à 5 heures du matin pour servir du café sur le campus, des sessions de tutorat en mathématiques l'après-midi et les soirées du vendredi au dimanche à servir des tables dans une brasserie près de l'autoroute. Je gardais l'argent liquide dans des enveloppes étiquetées dans le tiroir de ma chambre universitaire. Un jeudi, je suis revenu d'un double service avec 4 000 € que j'avais économisés sur 4 mois, prévoyant de les déposer lundi. Je me suis réveillé samedi avec des enveloppes vides. 2 semaines plus tard, Léo est rentré à la maison dans une Audi à 3 rouges flambant neuve. Papa s'est vanté auprès des voisins d'avoir surpris son fils avec sa première voiture. Quand j'ai demandé d'où venait l'argent, maman a regardé le sol et a chuchoté « La famille partage, Juliette. Ne fais pas de scène. » Je n'ai plus jamais revu un seul euro. Le jour de la remise des diplômes est arrivé 4 ans plus tard. J'ai traversé l'estrade, major de promotion en informatique, toge noire, diplôme flottant à la main, scannant la foule à la recherche de visages familiers. Les sièges où ma famille était censée s'asseoir sont restés vides. Plus tard dans la soirée, maman a envoyé un seul SMS, une photo floue de Léo tenant un trophée en plastique lors d'un tournoi de foot amateur à Lyon avec la légende « Mon champion ». Pas de félicitations, pas de désolé de l'avoir manqué, rien. Je me suis assise seule sur un banc du campus, avec ma toque et ma toge, et j'ai supprimé la photo. C'était la dernière fois que j'attendais quoi que ce soit d'eux.
J'ai déménagé à Lyon la semaine suivante, j'ai pris un emploi de codeuse débutante qui payait juste assez pour survivre, et j'ai commencé à grimper les échelons de la seule façon que je connaissais, en travaillant plus que tout le monde. Les promotions sont arrivées vite parce que je ne disais jamais non à une date limite, je ne prenais jamais de jour de maladie, je ne dépensais jamais une prime pour quelque chose qui ne me faisait pas avancer. Mon appartement était un studio de 35 mètres carrés. Un matelas au sol, une casserole, une assiette. Mes collègues m'appelaient la machine. Je ne les corrigeais pas. 8 ans ont passé comme ça. 96 mois de déjeuner préparé à la maison, pas de vacances, pas de nouveaux vêtements, pas de concerts, pas d'application de rencontres, rien du tout. Chaque salaire allait directement sur un compte épargne à haut rendement. Je suivais chaque centime dans un fichier Excel intitulé « Maison du Lac ». Au-dessus de mon bureau, j'avais scotché une seule photo imprimée d'une villa de 4 chambres au bord du lac d'Annecy à l'heure dorée, un large ponton s'étendant dans l'eau calme, une terrasse panoramique avec des chaises longues tournées vers l'ouest. Cette photo était ma religion. À 34 ans, j'étais chef de produit senior dans une fintech en pleine croissance dans le quartier de la Pardieu à Lyon. Le salaire de base plus les actions me poussait confortablement dans les 6 chiffres. Le fichier Excel affichait enfin le nombre que j'avais écrit au stylo en 2017, 1 600 000 € en liquidité et une préqualification hypothécaire approuvée. Je n'en ai parlé à personne au travail. Je n'ai rien posté en ligne. J'ai conduit vers les Alpes seul un vendredi après-midi, je suis entré dans le bureau de l'agent immobilier au bord du lac et j'ai fait une offre au prix fort sur la maison exacte de la photo. Le vendeur a accepté avant la fin du week-end. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis laissé sourire dans le rétroviseur sur le trajet du retour vers Lyon. Je me suis même laissé imaginer l'annoncer à mes parents. J'imaginais papa haussant un sourcil de surprise, maman disant enfin qu'elle était fière. Je pensais que peut-être, après tout, ils verraient enfin ce que leur fille avait construit de ses propres mains. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais tort. 3 mois après avoir signé l'acte de vente finale chez le notaire, j'ai décidé qu'il était temps de partager la nouvelle avec la famille. J'avais passé un week-end entier et tranquille à la maison du lac toute seule, marchant pieds nus sur les planchers en chêne chaud, ouvrant chaque fenêtre pour laisser entrer la brise de l'eau, regardant le soleil descendre derrière les montagnes depuis le bout de mon propre ponton privé. Pour la première fois depuis des années, mes épaules n'étaient pas tendues. Je me sentais légère. J'ai pris cette photo nette. Les doubles fours dans la cuisine gastronomique. La cheminée en pierre du sol au plafond. Le balcon de la chambre principale donnant sur l'eau. L'abri à bateau couvert, la balancelle de Porsche se balançant doucement. Le brasero extérieur sentant encore le cèdre frais et une large photo à l'heure dorée de toute la maison se reflétant parfaitement dans le lac calme. J'ai tout envoyé dans le groupe WhatsApp familial avec une courte légende, signée la semaine dernière. Ma nouvelle maison au lac d'Annecy. Les accusés de lecture sont apparus en quelques secondes. Tout le monde était en ligne. Pendant 30 minutes interminables, le chat a été un cimetière. Pas de réaction, pas d'émoji, pas de bulle de frappe, juste le silence. Puis à 20h17, mon téléphone a sonné avec une notification TikTok. Quelqu'un m'avait tagué dans une vidéo en direct. J'ai cliqué. Léo était assis en tailleur sur son lit d'enfant à Saint-Étienne, éclairé par une ring light, les yeux déjà brillants. Le titre disait « Ma sœur a volé mon héritage et m'a laissé sans rien ». Le compteur de spectateurs grimpait déjà au-delà d'1 million et montait vite. Il tenait son téléphone pour que l'écran montre mes photos côte à côte avec une vieille photo de nos défunts grands-parents. La plupart d'entre vous savent que j'ai perdu mes grands-parents il y a quelques années, a-t-il commencé, la voix tremblante sur commande. Ils ont laissé de l'argent pour moi et ma sœur Juliette. C'était censé être partagé 50-50e. Mais ce soir, elle vient de poster ses photos d'une maison au bord du lac à 1 million d'euros qu'elle a acheté en secret. Elle a utilisé chaque centime qui était destiné à notre famille, à moi, pour construire sa vie de rêve et n'a rien dit à personne. Elle m'a bloqué de mon propre avenir. Le chat en direct est devenu fou. Emoji cœur, emoji feu, doigt d'honneur, billets de banque volant à travers l'écran alors que les gens lui faisaient des dons. Affiche-la. C'est du vol. Boycottez-la. En 40 minutes,
la vidéo a atteint 2 millions de spectateurs en direct et continuait de monter. J'étais assise figée sur mon canapé à Lyon, la lueur de l'écran me brûlant les yeux. Mon nom était en tendance dans toute la région. Des inconnus me traitaient de monstre, de croqueuse de diamants, d'être humain terrible. Certains ont posté mon profil LinkedIn. D'autres ont trouvé l'annonce immobilière et ont commencé à laisser des avis Google 1 étoile sur la page de l'agent immobilier. J'actualisais toutes les 10 secondes, regardant les chiffres grimper, attendant que quelqu'un de ma famille intervienne et arrête ça. Personne ne l'a fait. Je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans mon lit à fixer le plafond, le téléphone sur la table de nuit, volume au maximum au cas où quelqu'un déciderait de me contacter en privé. Rien n'est arrivé. Pas même un seul point d'interrogation. À 10h03 précise, le téléphone fixe a sonné le vieux numéro que seuls mes parents utilisaient encore. Je savais qui c'était avant de décrocher. Papa ne s'est pas embarrassé d'un bonjour. Cette maison au lac est à Léo, a-t-il dit, la voix plate et froide comme s'il lisait un verdict. Tes grands-parents l'ont toujours voulu pour lui. Tu le savais. Tu as agi dans le dos de tout le monde et tu l'as acheté quand même. Cet argent n'a jamais été à toi pour le dépenser seul. J'ai essayé de parler, mais il m'a coupé. Tu as 1 semaine pour mettre l'acte à son nom. On fera rédiger les papiers. Tu signes ou on porte plainte et on prend tout. Le choix t'appartient. Maman a pris le téléphone ensuite. Son ton était plus doux, presque suppliant, mais les mots étaient d'acier. Pense à ton frère, Juliette. Il est dévasté. Ne traîne pas cette famille dans la boue. Fais juste ce qui est juste. J'ai réussi à dire 3 mots, mon propre argent. Papa a interrompu à nouveau. Nous avons la preuve que c'était destiné à lui. Tu verras bien assez tôt. 1 semaine. La ligne a coupé. Je me tenais dans ma cuisine sombre, le téléphone encore chaud dans ma main, regardant les lumières de la ville. En bas à Saint-Étienne, mon petit frère était toujours en vie, pleurant toujours pour la caméra, récoltant toujours la sympathie et l'argent de millions d'étrangers qui me détestaient maintenant. Mes parents étaient juste là avec lui, nourrissant le récit, aiguisant le couteau. Pendant 34 ans, j'avais plié, avalé, travaillé jusqu'à l'épuisement, essayant de gagner une place à leur table. En une nuit, ils avaient clairement fait comprendre qu'il n'y avait jamais eu de siège pour moi. J'ai posé le téléphone et j'ai senti quelque chose en moi bouger dur, définitif, irréversible. Ils n'étaient plus seulement injustes. Ils étaient des ennemis portant des visages de famille. S'ils voulaient la guerre, ils allaient apprendre exactement qui ils avaient élevé. Un vendredi soir, exactement 16 jours après l'appel de 10h du matin, j'ai demandé à ma meilleure amie Manon de conduire avec moi de Lyon à Annecy pour que je puisse enfin passer une nuit complète dans la nouvelle maison. Nous avons quitté le bureau à 18h, pris la 43, fenêtres ouvertes, playlist à fond pour couvrir le bruit qui résonnait encore dans ma tête. Le trajet a pris 1h30 porte à porte. Quand nous avons tourné dans l'allée privée en gravier, les projecteurs à détecteur de mouvement se sont allumés et ont inondé toute la façade de la maison de lumière blanche. Tout semblait paisible jusqu'à ce que nous prenions le dernier virage. Léo était à genoux devant la porte d'entrée, capuche relevée, lampe de poche entre les dents, travaillant une clé passe-partout dans la serrure comme s'il avait regardé trop de tutoriels YouTube. Un sac de sport noir était ouvert à côté de lui. Manon a coupé le moteur et a chuchoté, « Dis-moi que ce n'est pas qui je pense. » Avant que je puisse répondre, le projecteur de la caméra Ring l'a frappé en plein visage. La forte sonnerie à 2 tons a résonné sur l'eau. Léo s'est retourné brusquement, les yeux énormes, puis s'est levé précipitamment et a sprinté vers la lisière des arbres. Il a trébuché sur son propre sac et est tombé lourdement. Madame Mercier, la voisine de 72 ans, infirmière retraitée, était déjà sur son porche en pantoufles et robe de chambre, téléphone pressé contre son oreille. Gendarmerie d'Annecy-le-Vieux. J'ai besoin d'une patrouille au 412 route de la Crique maintenant. Jeune homme, souhaite à capuche noire, tentative d'effraction active dans la villa. Il court vers les bois, mais les caméras l'ont eu en 4K. 2 voitures de gendarmerie sont arrivées en moins de 7 minutes. Les gyrophares bleus rebondissaient sur l'eau. Les gendarmes ont trouvé Léo à mi-chemin du sentier de randonnée, main en l'air, respirant comme s'il avait couru un marathon.
Ils l'ont ramené menotté pendant qu'il criait tout le long que c'était sa propriété et que je lui tendais un piège. Le gendarme principal a reconnu mon nom sur les documents de propriété encore frais dans le système. Il m'a demandé sans détour si je voulais porter plainte pour violation de domicile et tentative de cambriolage. J'ai fixé Léo sous le projecteur, capuche à moitié zippée, visage griffé par les branches, sac de sport maintenant ouvert sur le porche révélant un sac de couchage, 2 bouteilles de vodka bon marché, une paire de mes clés de bateau de rechange qu'il avait dû copier d'une manière ou d'une autre, et une pile de photos imprimées de la maison avec le mot « à moi » écrit sur chaque page au marqueur rouge épais. Quelque chose en moi est devenu très calme. Pas de garde à vue ce soir, ai-je dit. Juste le rapport complet, les photos et un rappel à la loi formelle pour violation de propriété qui restera dans son dossier. Ils l'ont gardé au poste pendant 4 heures. Empreinte, photo, citation formelle. Il a été relâché à 2h17 du matin avec l'ordre de ne plus jamais mettre les pieds sur la propriété sous peine de poursuite pénale. Papa a appelé 17 fois pendant que nous attendions sur le porche. J'ai laissé tout le monde aller sur la messagerie vocale. Les SMS devenaient pires à chaque appel manqué. Tu détruis ton frère. Comment peux-tu faire ça à la famille? On monte demain. Manon nous a versé du café du thermos et nous nous sommes assises sur la balancelle jusqu'à ce que le ciel devienne rose. Elle a finalement rompu le silence. Juliette, ta famille n'est pas juste toxique, elle est dangereuse. J'ai juste hoché la tête, regardant la brume se lever du lac. De retour à Lyon l'après-midi suivant, Manon a transféré les images de la caméra Ring à Nicolas, notre ami de fac qui travaille maintenant dans la sécurité d'entreprise. Nicolas m'a appelé 20 minutes plus tard. J'ai vu la vidéo. Ton frère a pété les plombs. Tu as besoin d'un requin, pas d'un avocat. Géraldine Torres me doit une faveur d'une affaire il y a 2 ans. Je t'envoie son numéro tout de suite. Lundi matin, je suis entrée dans le bureau de Maître Torres au 23e étage avec vue sur Lyon. Elle avait 38 ans, tailleur bleu marine sur mesure, pas de temps à perdre. Nicolas avait déjà envoyé le rapport de police et le clip 4K. Géraldine a regardé la vidéo une fois, a mis pause sur le visage de Léo, puis a levé les yeux. Ils vont absolument porter plainte, mais la tentative de cambriolage en plus de la diffamation publique. C'est de l'or pour nous. J'ai glissé le dossier que mon banquier avait envoyé en urgence sur son bureau. Les relevés de compte des grands-parents Harper. Il y a plus. Mes parents continuent de prétendre que l'argent de la maison du lac venait de mes grands-parents. Je n'ai jamais su que ce compte existait. Géraldine a ouvert le dossier. Page après page de retrait, 280 000 € sur 4 ans, chaque virement signé par Didier et Hélène Harper en tant que mandataire, chaque euro atterrissant sur les comptes de Léo ou le compte professionnel de papa marqué pour frais Léo. Le testament original exécuté en 2016 était clair comme de l'eau de roche. Partage égal 50-50e entre Juliette Harper et Léo Harper sur demande après l'âge de 30 ans. J'avais 34 ans. Pas un centime ne m'avait jamais été offert. Géraldine a fermé le dossier et a croisé mon regard. Ils ont volé ton héritage, l'ont dépensé pour lui, et maintenant ils veulent la maison que tu as payée avec ton propre argent. J'ai senti chaque seconde des 8 dernières années s'incruster dans mes os. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, la peur avait disparu. Seule la colère restait. Géraldine m'a envoyé un SMS à 7h12 le lendemain matin. Viens au cabinet dès que tu peux. N'apporte rien d'autre que toi-même. Je suis entrée dans sa suite au 23e étage à 8h47, portant seulement un grand café et le poids du dernier mois. Géraldine était déjà à la table de conférence, manches retroussées, entourée de dossiers colorés et de 2 écrans d'ordinateur. Son assistant était assis dans le coin, me faisant un signe de tête silencieux. Elle n'a pas perdu une seconde. Maître Morel a déposé la plainte hier à 16h57 au tribunal judiciaire d'Annecy. Action en revendication de propriété plus abus de confiance. Ils prétendent que la maison du lac a été achetée avec des fonds qui étaient moralement et équitablement destinés à Léo. Faible mais déposé. On s'y attendait. Elle a glissé la plainte sur la table. 37 pages de drame juridique, complète avec une déclaration larmoyante sous serment de Léo et une attestation sur l'honneur de papa disant que les grands-parents ont toujours favorisé le plus jeune petit-fils.
Le sourire de Géraldine était tranchant comme une lame de rasoir. Toute leur affaire s'effondre à la seconde où nous introduisons les vraies preuves. Aujourd'hui, on verrouille tout. Elle a composé un numéro sur haut-parleur. Oncle Roland a répondu immédiatement, on est à 10 minutes, ma chérie. Fidèles à leur parole, oncle Roland et tante Béatrice sont arrivés à 9h15, portant le même coffre ignifugé que la veille. Cette fois, ils ont aussi apporté une petite boîte en carton scellé avec du vieux scotch étiqueté simplement Juliette et Léo. Égalité. La voix de tante Béatrice tremblait en la posant. Ta grand-mère nous a fait promettre de garder ça au péril de nos vies si jamais quelque chose tournait mal. À l'intérieur se trouvait le testament original exécuté en mars 2016, 2 signatures de témoins, le sceau du notaire, et un codicile manuscrit séparé signé par les 2 grands-parents en 2018 qui disait en partie « Nous avons vu le favoritisme s'insinuer dans la famille de notre fils Didier ». Si l'un des enfants devait être traité inégalement, les exécuteurs testamentaires secondaires, Roland et Béatrice Harper, ont pour instruction de remettre les originaux et d'appliquer une division stricte 50-50e. Aucune exception. Géraldine a photographié chaque page en haute résolution pendant que son assistant copiait les scans sur un stockage cloud sécurisé. Oncle Roland a sorti une deuxième enveloppe. C'est l'amendement que ton père a essayé de forcer en 2019. À l'intérieur se trouvait un document dactylographié qui aurait redirigé 100% de l'héritage vers Léo à l'âge de 25 ans et 0 pour moi. Les 2 grands-parents avaient écrit dessus à l'encre rouge « Refusé ». Ceci est contre nos vœux et signé sous le refus. Leur avocat de l'époque avait notarié le rejet sur le champ. Tante Béatrice a ajouté une fine pile de lettres adressées à moi avec l'écriture de grand-mère, oblitérée de 2017 à 2020. Toutes retournées non ouvertes avec refusé par Didier Harper, tamponnées sur les enveloppes. L'une avait encore le chèque de distribution original de 50 000 € à l'intérieur. Jamais encaissé, maintenant périmé. J'ai lu la lettre du dessus à voix haute, la voix se brisant à chaque mot. Chère Juliette, nous sommes si fiers de tes efforts. Ta première distribution est incluse. Utilise-la pour l'école ou ta future maison. Tout ce qui te rendra heureuse. Il y en a beaucoup plus quand tu seras prête. Avec tout notre amour, grand-mère et grand-père. J'ai dû m'arrêter. Géraldine m'a tendu des mouchoirs sans lever les yeux du scanner. Oncle Roland a parlé doucement. Après le décès de tes grands-parents, Didier nous a dit que l'argent était investi en sécurité pour les 2 enfants. Nous l'avons cru jusqu'à ce que Léo commence à flamber avec du liquide et de nouvelles voitures. Béatrice a fait le lien l'année dernière. Nous avions trop peur de le confronter directement jusqu'à ce que tu appelles. Géraldine a empilé soigneusement les originaux. Avec ces documents, leur procès est mort-né. Le testament n'a jamais été modifié. Ta part n'a jamais été distribuée. La maison du lac a été achetée avec tes revenus après impôt, titre propre, aucun problème de traçabilité. Ajoute le rapport de violation de domicile et les captures d'écran de diffamation. Et nous ne faisons pas que nous défendre, nous les finissons. Elle s'est tournée vers moi, le regard féroce. Juliette, ils n'ont aucune preuve légale. 0. Nous avons des originaux, des témoins, des amendements refusés, du courrier intercepté et une trace écrite de fraude. Ça se termine en une audience. Oncle Roland s'est penché et a serré ma main. Le premier contact adulte chaleureux dont je me souvenais de la part de la famille depuis des décennies. Tante Béatrice pleurait ouvertement, chuchotant « Je suis désolée encore et encore ». Pour la première fois depuis que la vidéo en direct de Léo a fait exploser ma vie, je ne me tenais pas seule contre eux. J'avais la vérité à l'encre originale, 2 parents qui ont choisi la décence plutôt que la loyauté du sang, et une avocate qui rédigeait déjà la demande reconventionnelle qui allait enfin les faire payer. J'ai regardé Géraldine et j'ai hoché la tête une fois. Alors enterrons-les. Elle a souri comme un loup. Déjà titré, abus de procédure, dénonciation calomnieuse et abus de confiance. Dépôt lundi matin. Le matin où l'affaire a été appelée au tribunal judiciaire d'Annecy, je suis entré par l'entrée latérale à 8h27, portant le tailleur bleu marine que je réserve habituellement pour la signature de contrat à 1 million d'euros, les cheveux en chignon bas. Pas de bijoux sauf la fine montre en or que je m'étais offerte le jour de ma promotion. Mon pouls était régulier, presque clinique.
La salle d'audience numéro 3 sentait la cire et le vieux papier. Géraldine a posé sa mallette fine sur la table de la défense et m'a fait un seul signe de tête calme. De l'autre côté de l'allée, papa, maman et Léo étaient assis rigides à côté de Maître Morel, dont le costume gris semblait avoir servi de pyjama. Léo n'arrêtait pas de tirer sur un fil lâche de sa manche. Les doigts de maman trituraient le même mouchoir sans jamais le porter à ses yeux. Papa fixait le symbole de la République sur le mur comme s'il lui devait de l'argent. À 9 heures précises, l'huissier a annoncé « La cour ». La juge Cécile Leclerc est entrée, robe noire flottante, et a pris place sans cérémonie. Elle avait la réputation de gérer une salle d'audience comme un bloc opératoire. Pas de drame, pas de gestes inutiles, aucune tolérance pour les bêtises. Maître Morel s'est levé le premier. Pendant 24 minutes complètes, il a livré une déclaration liminaire sirupeuse sur les liens familiaux sacrés, le bébé de la famille à qui on avait promis la maison du lac, et une sœur aînée égoïste qui avait tourné le dos au sang pour de la brique et du mortier. Il a agité l'affidavit taché de l'arme de Léo comme un drapeau de bataille, et a terminé par la phrase « Ce tribunal doit restaurer ce qui a été pris par l'avidité ». Il s'est assis. La galerie de journalistes locaux griffonnait furieusement. Géraldine s'est levée sans fioriture. Madame la Présidente, la défense prouvera que cette poursuite est entièrement construite sur la fabrication, la fraude et la mauvaise foi. Nous demandons de présenter les preuves dans l'ordre chronologique exact où l'inconduite s'est produite. La juge Leclerc a fait un bref signe de tête. Accordé, procédé. Pièce numéro 1, le dossier de violation de domicile. Les lumières ont baissé. L'écran de 85 pouces s'est allumé avec les images RIM en 4K cristalline. Horodatage 21h12. Le visage de Léo sous le projecteur, la clé passe-partout raclant, le sac s'ouvrant pour révéler les bouteilles de vodka et les photos de la maison couverte de « à moi » en rouge. L'appel calme au 17 de Madame Mercier jouait en arrière-plan. Géraldine a placé le rapport certifié de la gendarmerie et le rappel à la loi sur le bureau du juge comme si elle posait une quinte flush royale. Morel a objecté que c'était hautement préjudiciable. La juge Leclerc a répondu, c'est hautement probant du mobile et de la crédibilité. Rejeté. Pièce numéro 2, les originaux du testament. Oncle Roland a pris la barre en premier. 70 ans, la voix stable comme des cloches d'église. Il a identifié le testament de mars 2016, la tentative d'amendement de 2019 avec le « refusé » rouge furieux des grands-parents griffonnés sur chaque page, et la lettre notariée rejetant le changement pour toujours. Tante Béatrice a suivi, tenant la pile de lettres retournées de grand-mère et le chèque annulé de 50 000 € toujours attaché adressé à moi que je n'avais jamais connu. Morel a essayé de les ébranler lors du contre-interrogatoire. Les deux ont répondu avec une vérité calme et inébranlable. Le stylo de la juge Leclerc ne s'arrêtait jamais de bouger. Pièce numéro 3, le coup de grâce. Géraldine a projeté les captures d'écran récupérées du groupe WhatsApp familial de 2022 en police massive. Papa, 22h41, une fois que Juliette aura signé pour ce terrain au lac, on lui mettra la pression pour qu'elle le cède directement à Léo. Il en a plus besoin. Maman, 22h43, exactement. Elle a les moyens d'être généreuse. Elle lui doit ça. Papa, 22h45, si elle se bat, on portera plainte. Le juge entendra raison. Morel a bondi sur ses pieds, le visage violet. Objection. Authentification. Contexte. La voix de la juge Leclerc a tranché la pièce. Métadonnées certifiées par expert forensique. Chaîne de possession documentée. Contexte explicite. Asseyez-vous, maître. Géraldine a clos le dossier de la défense. Morel a appelé Léo. Il a tenu cette minute douloureuse de « je ne me souviens pas » et « mes parents m'ont dit que c'était à moi ». Le contre-interrogatoire de Géraldine était impitoyable. 10 secondes de son live TikTok prétendant que j'avais volé son héritage, suivi immédiatement par la page du testament prouvant que je n'avais jamais reçu un centime. Léo fixait le sol et n'avait aucune réponse. Morel l'a fait descendre. J'étais le dernier témoin. L'examen direct de Géraldine a pris 11 minutes. Source de revenus, déclaration d'impôts,
documents hypothécaires, virements bancaires, chaque centime justifié. Propre, ennuyeux, hermétique. Morel a tenté de jouer sur la culpabilité lors du contre-interrogatoire. Mademoiselle Harper, n'auriez-vous pas pu simplement donner la maison à votre frère et préserver l'harmonie familiale? J'ai regardé droit vers la juge Leclerc. Non, maître. Remettre une propriété que j'ai gagnée pour récompenser une tentative de cambriolage, une fraude et une diffamation publique n'est pas de l'harmonie. C'est une reddition. Je ne me rendrai pas. Morel a essayé 2 autres questions. Les 2 se sont effondrés. Il a marmonné, pas d'autres questions, et est pratiquement tombé dans sa chaise. La plaidoirie de clôture de Géraldine a duré 10 minutes d'acier pur, les faits alignés comme des balles tirées une par une. La clôture de Morel a été 8 minutes de bégaiement et de transpiration. Quand il a fini, le silence semblait radioactif. La juge Leclerc a retiré ses lunettes, les a nettoyées lentement avec un petit chiffon blanc, puis a tourné une page vierge sur son bloc-notes. Elle a écrit 1 minute, 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes entières de rien d'autre que le grattement de son stylo et le tic-tac doux de l'horloge murale. Puis elle a levé les yeux. Elle a refermé le dossier avec un bruit sec qui a mis fin à une guerre que je menais depuis le jour de ma naissance. La juge Cécile Leclerc a joint ses mains sur le bureau et a parlé d'une voix qui portait jusqu'au dernier rang sans jamais s'élever au-dessus du niveau de la conversation. Cette poursuite est déclarée frivole, vexatoire et totalement non fondée en droit ou en fait. Toutes les réclamations formulées par les plaignants Didier Harper, Hélène Harper et Léo Harper sont rejetées avec effet immédiat. Le titre de propriété absolue du bien immobilier situé au 412 route de la Crique, lac d'Annecy, est confirmé à jamais au nom de la défenderesse Juliette Harper seule, libre de tout privilège ou intérêt équitable. Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse, le tribunal constate des preuves claires et convaincantes de procédures abusives et d'atteinte intentionnelle à la réputation. Le jugement est rendu contre les 3 plaignants solidairement pour un montant de 92 000 € au titre des dommages et intérêts compensatoires payables à Juliette Harper, plus les frais de justice au titre de l'article 7 sens. L'exécution provisoire est ordonnée. L'audience est levée. La dernière syllabe flottait encore dans l'air quand les premières fissures sont apparues. La tête de papa est tombée jusqu'à ce que son menton touche sa poitrine, les épaules se recroquevillant vers l'intérieur comme un homme qui s'effondre sur lui-même. Le mouchoir de maman a finalement glissé de ses doigts mous et a dérivé vers le sol, un petit drapeau blanc de reddition. Léo fixait la table devant lui comme si le bois pouvait s'ouvrir et l'avaler tout entier. Maître Morel s'est à moitié levé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson sur la terre ferme, puis s'est effondré dans son siège. Je me suis levé lentement, le bruit de ma chaise reculant étant le seul bruit dans la pièce. Mes talons ont claqué 1 fois, 2 fois, 3 fois alors que je marchais vers le centre exact de l'allée et me tournais pour leur faire face une dernière fois. Ils ont levé les yeux au même instant. 3 paires d'yeux qui décidaient autrefois de ma valeur, maintenant écarquillés par quelque chose entre la terreur et la supplication. J'ai parlé doucement, mais l'acoustique de la vieille salle d'audience portait chaque mot jusqu'au chevron. Vous avez choisi Léo chaque jour de mes 34 années. Aujourd'hui, je me choisis moi-même. À partir de cette seconde, nous sommes des étrangers. Vous n'avez plus de filles. Vous n'avez plus de sœurs. N'appelez pas. N'écrivez pas. Ne venez pas à ma porte. Nous avons fini. Papa a essayé de se lever. Ses genoux l'ont trahi et il s'est rassis lourdement. Maman a tendu une main tremblante, les doigts écartés, le même geste qu'elle utilisait quand j'étais petite et que je pleurais. Léo a chuchoté Juliette d'une voix brisée que je n'avais pas entendue depuis qu'il avait 8 ans. Je n'ai pas attendu plus. Je me suis tournée, j'ai marché tout droit dans l'allée, passé la barre, passé l'huissier qui s'est écarté sans qu'on le lui demande. Les lourdes portes se sont ouvertes et la lumière du soleil a inondé l'espace. Géraldine a suivi un demi-pas derrière. Manon et Nicolas attendaient dans le couloir, les yeux humides, les bras déjà ouverts. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que mes chaussures touchent la marche supérieure en marbre à l'extérieur du palais de justice. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis arrêtée et que j'ai respiré. L'air de novembre était froid et vif et avait le goût des aiguilles de pin et de la liberté absolue. Mes poumons se sont remplis complètement, douloureusement, glorieusement,
comme s'ils avaient été à moitié fermés toute ma vie. La chaîne invisible qui enserrait mes côtes depuis l'enfance ne s'est pas soulevée. Elle s'est brisée maillon par maillon et est tombée en poussière. Géraldine a posé une main légère sur mon épaule. C'est fini, Juliette. Vraiment fini. J'ai regardé la place tranquille de la ville, les vitrines en pierre, les gens ordinaires vacants à un mardi ordinaire qui n'avaient aucune idée qu'une vie de captivité venait de se terminer à 10 mètres derrière moi. Non, ai-je dit, et le mot est sorti stable, fort, tout neuf. Ça commence enfin. 6 semaines plus tard, l'argent est arrivé, les dommages et intérêts, plus les frais d'avocat de Géraldine. Leur nom était sur la ligne de l'expéditeur pour la toute dernière fois. Léo a été viré le jour même où le journal local a publié le titre en première page, une famille locale condamnée à payer 167 000 € à leur sœur après un procès sans fondement pour une villa. Ces vieilles larmes sur TikTok sont devenues des mèmes du jour au lendemain, cette fois avec le jugement du tribunal tamponné dessus. Papa et maman ont mis le pavillon de Saint-Étienne en vente pour 65 000 € en dessous de l'estimation. Il s'est vendu en 7 jours à un jeune couple attendant leur premier enfant. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 pièces fané près de l'autoroute où le parking sent les oignons frits et les boîtes aux lettres sont bosselées. Je n'ai jamais bloqué leur numéro. Je n'ai simplement plus jamais décroché. Certains matins, je me réveille encore en sursaut, m'attendant à la vieille oppression dans ma poitrine. Au lieu de cela, j'ouvre les yeux sur la lumière du lac scintillant à travers les poutres en cèdre. Je marche pieds nus jusqu'au ponton avec un café noir, je m'installe dans la chaise longue que j'ai achetée la semaine où le titre de propriété a été confirmé, et je regarde l'eau devenir or liquide. J'ai 34 ans, je n'ai aucune dette, je suis propriétaire absolu et pour la première fois de toute mon existence, complètement, farouchement, et sans excuse, à moi-même. C'est le seul héritage dont j'ai jamais vraiment eu besoin. 6 mois plus tard, lors du premier samedi chaud de mai, le lac étincelait comme du verre brisé sous un ciel sans nuages. Je me tenais pieds nus sur mon ponton en short coupé et vieux t-shirt, retournant des côtes de bœuf sur des charbons ardents pendant que la musique flottait depuis les enceintes extérieures. Manon préparait des cocktails au bar. Nicolas et sa fiancée se disputaient gentiment pour savoir qui retournerait les steaks. Géraldine est arrivée la dernière, toujours en talons de tribunal, les enlevant à la seconde où elle a touché les planches et annonçant qu'elle était officiellement en congé pour la première fois en 8 ans. Oncle Roland et tante Béatrice sont arrivés dans leur vieux pick-up avec 2 chaises pliantes et une tarte aux pêches maison encore chaude du four. Ils m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais l'enfant qu'ils n'avaient jamais eu, et je les ai laissés faire. Le ponton était bondé de la seule famille que je revendique maintenant, ceux qui se sont présentés quand tout brûlait, qui ne m'ont jamais demandé d'être plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. À l'autre bout de la région, les choses semblaient différentes. Le job de vendeur de Léo à la concession a duré exactement 11 jours après que le jugement soit passé aux infos locales. Les clients le reconnaissaient des clips viraux, passaient directement devant lui pour voir d'autres vendeurs, et demandaient à parler à n'importe qui sauf au type qui pleurait sur TikTok. La direction l'a laissé partir discrètement. Aux dernières nouvelles, par une connaissance commune, il vivait dans un studio au-dessus d'une boutique de vapotage en périphérie, livrant de la nourriture la nuit. Papa et maman ont vendu la maison en briques pour couvrir le jugement. Le camion de déménagement est venu un jeudi pluvieux. Les voisins regardaient depuis leur porche alors que des cartons étiquetés « Trophée de Léo » et « Décoration de Noël » étaient chargés. Il loue maintenant une unité de 2 chambres dans un complexe fatigué, le genre avec des trottoirs fissurés. Papa a pris une retraite anticipée. Maman travaille à temps partiel à la friperie de la paroisse. Il garde les stores baissés. Je ne demande jamais de nouvelles. Les gens me le disent simplement. Ce samedi-là sur le ponton, le soleil est descendu bas et a tout peint en or. Nous avons mangé jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Ri jusqu'à avoir mal aux côtes, puis nous nous sommes affalés sur les coussins regardant les premières étoiles apparaître. Manon a levé son verre à Juliette, qui a construit sa propre table quand ils lui ont refusé un siège à la leur. Tout le monde a bu. J'ai regardé autour de moi le cercle de visages brillants à la lumière du feu, des amis qui ont conduit 2 heures pour me tenir la main dans les salles d'attente. Une avocate qui s'est battue comme une sœur. Des parents qui ont choisi la vérité plutôt que le sang. Des gens qui ont célébré mes victoires plus fort que les leurs.
La vraie famille, ce n'est pas les gens avec qui vous naissez. La vraie famille, ce sont les gens qui choisissent de se tenir à vos côtés quand le monde essaie de vous démolir. Je pensais que le succès, c'était 1 600 000 € et une maison sur l'eau. Il s'avère que le succès est plus silencieux. C'est se réveiller sans effroi. C'est rire si fort que vos côtés font mal. C'est savoir au plus profond de ses os que les gens sur ce ponton brûleraient le monde avant de laisser quiconque me faire du mal à nouveau. Les charbons se sont installés en braise rouge douce. Quelqu'un a lancé une chanson lente. Nicolas a entraîné sa fiancée pour danser pieds nus sur les planches. Géraldine donnait des coups de pied dans l'eau et souriait comme une gamine. Oncle Roland a pressé mon épaule et a chuchoté « Tes grands-parents sourient ce soir ». Je me suis penchée en arrière, bière fraîche à la main, brise du lac dans mes cheveux, et j'ai senti la dernière cicatrice se refermer enfin. J'ai 35 ans le mois prochain. Je possède chaque centimètre de la vie que j'ai construite. Je ne dois aucune explication. Je ne porte aucune culpabilité. Et chaque matin, quand le soleil se lève sur le lac d'Annecy, la lumière traverse directement la fenêtre de ma chambre, atterrit sur mon visage et me rappelle que j'ai réussi. Je suis chez moi. Je suis libre. C'est la fin qu'ils n'ont jamais vue venir.